Avevo previsto di fare l'introduzione in italiano, però vedo che ci sono molte persone che forse non parlano italiano, dunque ho preferito di prendere la nuova lingua franca, which is English. Sorry to put both language in the same sentence, but I will be very short in any case. Just a short introduction to the presentation by Lower If we usually talk about the risks that climate change represents for the preservation of cultural heritage, has been widely explained this morning, we are less often aware, at least for the general public, not for you, but for the general public, and often the politicians, that heritage is also an asset to contribute to the strategy to fight against global warming. Again, the so-called green conservation is a challenge to face. Built heritage is almost carbon neutral if we have a look to the global cycle, life cycle of the materials, and the green conservation strategy limits waste and environmental impacts. In the field of conservation of heritage collections and museums, new preventive conservation strategies are being put in place, as you know. Far from draconian climatic standards with very narrow ranges of variation, which cause, we know, considerable expenditure on climate management, heavy for the global climate and for the public budgets, the challenge today is to relax a little bit the rules without sacrificing, of course, the conservation of fragile works and materials. With the commonly accepted standards, while the commonly accepted standards are based on the principle of precaution, and few studies, now pretty old, I have to say, this new strategy must be based on more systematic research into the mechanical and physicochemical behavior of materials, combining experimentation and modeling based on the observation and analysis of large bodies of work and environments. New imaging and characterization tools allow the mechanical behavior of works subjected to climatic variation to be monitored in a non-invasively manner, and also over time. And I can mention, for example, the holographic interferometry, which is currently being studied on painted panels in the Musée du Louvre, the project Holosens, which is funded by the Foundation for Heritage Science that I'm leading now, the development of low-cost, also multifunctional sensors in the framework of the project SenseMat, which is a European project for little museums and cultural institutions. All these projects and all these tools will make it possible to manage the climate and the behavior of materials in a more accurate way. These various themes must be at the heart of the future European research policies, as already explained by the speakers before me, via the various instruments available. And of course, we have widely mentioned the JPI, but also the European Infrastructure Strategy S3 Forum. And I want to mention ERIS project, which leader for at the moment is Anja Virgili. And also maybe in the future, the Cloud for Cultural Heritage, which is the call for project is just launch for the next years. And I think that all these instruments can contribute to this conjunction of efforts and strategies. But I don't want to waste any more time on these generalities, and I will give the floor to Danilo Forleo, who is in charge of preventive conservation at the Château de Versailles, and who will present the particularly complex case of the castle museums, and especially the Château de Versailles. Thank you, Danilo. Grazie, dottoressa Palosa. Grazie per questa introduzione, io mi avvalerò della possibilità di parlare italiano, almeno all'inizio, e ringrazio tutti i colleghi per questa bella occasione e il Ministero della Cultura per questa giornata, per averci accolto e anche perché
sostiene il programma di ricerca EPICO del 2023 grazie a un bando a cui la Reggia di Versailles ha partecipato. Et je voudrais commencer avec une image représentative que vous connaissez peut-être tous, inspirée de la récente publication, pas encore, bon, du professeur Lefebvre et diffusée par l'ICOMOS sur les conséquences du dérèglement climatique. Et c'est le château Chambord, bien sûr, en Part des Loires, classé au patrimoine de l'UNESCO avant et lors de l'inondation de la crue exceptionnelle. À moindre mesure, comme je le disais, heureusement, on constate à Versailles des effets sur les collections d'une augmentation depuis notamment 2020 d'événements climatiques extrêmes, donc vagues de chaleur, pluies intenses, fluctuations hebdomadaires du poids d'eau avec des conséquences sur les matériaux hygroscopiques et avec une pression accrue sur les systèmes de traitement d'air. Ici, d'autres exemples, les causes sont plus lentes, plus difficilement détectables, mais tout aussi destructrices. Il s'agit de causes dues aux contaminants biologiques. Sachant que le climat qui nous attend sera plus chaud et plus humide, ce genre de phénomène sera de plus en plus fréquent. Et donc, on doit être capable d'y faire face. Les effets de ces phénomènes sur le patrimoine matériel décrits en littérature semblent trouver de nos observations de terrain. Nous y travaillons en effet depuis 2015 grâce au programme de recherche EPICO, piloté par le Château de Versailles, mais avec la collaboration des résidences royales. Donc, nous sommes associés à d'autres châteaux-musées européens. Et les quelques milliers de constats d'état relevés dans 5 pays européens commencent à nous donner une image statistiquement intéressante de la situation. Voici ce que je vous propose dans mon intervention. Donc, le rôle du patrimoine culturel et notamment des monuments historiques, évidemment, des châteaux-musées pour les enjeux du changement climatique, ce qui requiert un changement de mentalité, et ensuite le programme de recherche EPICO. Il est admis que le réchauffement de l'atmosphère, on le sait maintenant, même si finalement en discutant même avec des collègues, ces genres de choses qui peuvent paraître banales et connues au niveau, je dirais, de la recherche internationale, ce n'est pas toujours le cas pour des professionnels de terrain. En tout cas, il est admis que le réchauffement de l'atmosphère est dû à l'émission des gaz et des particules à effet de serre importantes. On sait aussi que le rôle du patrimoine monumental est important pour le climat local. Voici 2 exemples parmi d'autres. Les surfaces des monuments noircies par la pollution absorbent la chaleur et à l'inverse, les surfaces nettoyées réfléchissent le rayonnement solaire, diminuant la température locale. Bon, un levier d'action, mais je vais parler plutôt d'un autre levier d'action auquel je suis confronté, je dirais, quotidiennement, qui est plutôt le chauffage en hiver et la climatisation en été, qui entraînent, comme on le sait, des émissions de gaz importantes. Et sur ce point, je vais vous proposer une réflexion. Mais tout d'abord, cela nous amène une question. Comment conserver les collections quand on sait en effet qu'elles nécessitent des conditions climatiques adéquates à leur fragilité pour faire face donc à ces problèmes de climat. Pour faire un exemple, dégrader soudainement le climat d'une salle exposant une gouache sur vélin pour entraîner des économies d'énergie va évidemment créer des problèmes, des risques sur cette collection. À l'inverse, climatiser le volume complet des salles sans URL, nécessité prouvée par l'état des collections, amènera une consommation excessive d'énergie, contribuera à l'émission de CO2, évidemment, à des risques de choc climatique pour les collections. Or, si on veut trouver des solutions, mon point de vue, notre point de vue, à Versailles, c'est qu'il faut qu'on dépasse cette approche dichotomie qui voit conservation d'un côté et développement durable ou questions climatiques de l'autre comme 2 variables, en effet, inversement proportionnelles. Sur ces thèmes, on le sait, les professionnels des musées débattent depuis des décennies et les débats reposent sur des convictions parfois sans fondement scientifique. Ces variables sont interdépendantes, dérèglement climatique, conservation du patrimoine, sobriété énergétique, développement durable, mais il existe un point d'équilibre entre elles qui repose sur la connaissance des objets, d'un ensemble d'objets, de leur environnement et de leur interaction réciproque. Ces points d'équilibre doivent donc être trouvés, à mon sens, pour une approche
d'évaluation systémique. Et il s'agit principalement, évidemment, d'une question de méthode d'évaluation et ensuite de communication. Tous les accords des coopérations nationales et internationales convergent sur cet objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Les groupes d'experts sur l'évolution du climat, je cite, estiment qu'un réchauffement de la planète de 1,5 degré endommagerait gravement notre patrimoine, mais les effets d'un réchauffement de 2 degrés seraient quant à eux catastrophiques. Et donc, afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré, les émissions mondiales devraient atteindre le net zéro vers 2050. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Corrigez-moi si je fais des imprécisions. L'évaluation de l'Open Method of Coordination sur 83 études de cas des 26 pays membres de l'Union européenne montre les biens les plus exposés au changement climatique. En premier, les monuments historiques, puis les paysages, ensuite en quatrième position, les décors et les collections conservées à leur intérieur. Or, les demeures historiques et les châteaux-musées représentent un système spécifique de conservation, un écosystème, on pourrait dire, regroupant l'ensemble de ces éléments interdépendants les uns des autres. Les collections et les décors et les édifices qui les abritent, les édifices dans leur écran des jardins. L'Europe est riche d'un important patrimoine culturel, matériel, meubles et immeubles. Rien qu'en France, on dénombre 44 000 monuments historiques et sites archéologiques classés. Or, selon les études, 75% de ces monuments ont une utilisation inefficace de l'énergie. Je simplifie un peu, mais je crois que le syllogisme est correct. Le risque, mais aussi le potentiel des demeures historiques et des châteaux-musées ouverts au public est donc considérable. Le attendu en France d'ici 2100, donc un climat chaud et humide. À Paris, l'on prévoit que la température moyenne aura augmenté de 3 degrés en hiver, 4 degrés en été. Parmi les risques liés à la hausse des températures, donc on constate déjà une augmentation ces dernières années. On peut citer parmi d'autres, par exemple, comme on l'a dit, la pression accrue sur les systèmes de traitement d'air, avec le risque contre-productif de vouloir faire recours à la climatisation plutôt que d'investir dans l'isolation, également pour des questions de coûts financiers, ou bien l'augmentation des phénomènes d'infestation et de contaminants biologiques de plus en plus importants d'après nos observations à Versailles depuis 3 ans. Je vais présenter les effets des différentes causes naturelles des dégradations, mais attention, il faut toujours se rappeler que la cause, le diagnostic en tout cas, revient bien, la source revient à l'homme, dans le sens, selon notre interprétation de diagnostic, cause humaine ou naturelle, les actions à mettre en place et les ressources financières et les conséquences sur l'environnement pourraient être très importantes. Par exemple, je parle par expérience vécue, le constat des développements des moisissures sur des collections à cause de la hausse des moyennes de température et d'humidité pourrait donner suite au recours à la climatisation ou bien différents protocoles de contrôle plus fréquents et d'entretien plus fréquents réalisés par les gestionnaires des collections. Vous voyez, cette simple switch entre ces deux types d'interprétation peut avoir des conséquences importantes. Mais en quoi les collections des demeures historiques représente-t-elle un cas spécifique en matière de conservation préventive? Je vais poursuivre avec un exemple emblématique, celui de la chambre de la reine du château de Versailles. Ce salon fait partie d'un ensemble d'espaces pour lesquels les travaux avaient été prévus en 2014 afin de mettre en sécurité les réseaux techniques, un premier, et un deuxième, réaliser un nouveau traitement d'air. Mais avant les travaux, le département de la conservation avait réalisé 1000 constats d'état des collections qui étaient conservées à l'intérieur de ces espaces, y compris pour la chambre de la reine, un objet que vous voyez à gauche de l'île, le cerf-bijou de la reine, parmi les plus précieux et potentiellement les plus fragiles du château. Étonnamment, l'état des collections dans ces espaces était tout à fait satisfaisant, ne demandant pas un traitement climatique. En dépit, paradoxalement, d'un climat des salles qu'on pourrait définir des critiques et en tout cas fortement éloignées des standards muséaux. Des fluctuations journalières importantes, jusqu'à 25%, une exposition plein sud avec des grands baies vitrées faisant monter la température à plus de 30 degrés, une fréquentation allant jusqu'à 18 000 visiteurs par jour dans les périodes de grande affluence. Donc on avait le diagnostic des conservateurs de la conservation qui amenait à minimiser les travaux de climatisation, et de l'autre côté, les diagnostics des études thermoaéroliques qui amenaient à l'implantation d'équipements importants de climatisation avec des aberrations, fragilisation du bâtiment pour faire passer des gaines de circulation d'air,
grille d'essoufflage à l'emplacement des objets historiques, etc. Cela, j'insiste sur ce point, pour traduire des préconisations de conservation et un besoin de régulation et de contrôle du climat des collections trop strictes. Face à cette anomalie, le directeur du musée du Château de Versailles avait décidé de faire un point sur l'état des connaissances en matière de conservation préventive des demeures historiques, recherche que j'allais ensuite transformer dans le programme européen EPICO, European Protocol in Preventing Conservation. Tout cela nous a amené à élargir les seuils de tolérance de température et d'humidité relative, en nous éloignant beaucoup des standards muséaux, ce qu'en 2014 était en plus considéré comme utopique, voire erroné, parce que vous voyez dans le slide nos plages de confort, en effet pour l'humidité relative 40-70, 17-25, et on s'octroie aussi la possibilité de descendre jusqu'à 16, voire jusqu'à 10 degrés dans les espaces des travaux avec la limite supérieure de 70% d'humidité relative pendant un temps connu pour éviter les problèmes de développement des moisissures. Donc, cela se traduit un changement des mentalités, les fameux 18 plus ou moins 2 degrés de température, 55 plus ou moins 5 d'humidité relative, découlant d'un héritage, je dirais, des années 1990, quand l'énergie était peu chère, il était demandé aux ingénieurs de maintenir une plage très stricte d'humidité relative, les plus ou moins 5, et quand les systèmes de régulation visaient plutôt la précision à défaut de la prévention des pannes et de la stabilité. Actuellement, évidemment, l'augmentation des prix de l'énergie nous a permis de déplacer le focus sur la stabilité, sur la possibilité d'avoir des variations le plus possible lentes, saisonnières. Pour l'exemple en question du château de Versailles, les résultats de ces études nous ont permis donc d'élargir les seuils de contrôle du climat sans porter atteinte à la conservation des collections, parce qu'on s'est basé sur cette référence européenne qui est la norme 157-57 sur le climat historique, qui est notre pilier, sur la relation cause-effet des altérations. Vous vous rappelez l'exemple de la Chambre de la Reine, ce qui a permis de minimiser l'invasivité des réseaux techniques dans le château, mais également de réduire d'environ un tiers la consommation d'énergie et donc de CO2. J'ai combien de temps? Une minute. Donc, le programme EPICO, qui est né pour ses nécessités, se base sur 5 critères principaux, en effet, donc spécifiques pour les demeures historiques, approche systémique, relation cause-effet, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour nous, à mesure de créer en effet une vision globale de l'état et des conditions de conservation, et enfin, il faut qu'elle soit reproductible et transférable à d'autres demeures. Alors, comme je n'ai pas le temps de développer, même si je suis dans mes temps, on va dire, je peux terminer en disant que le nouveau programme 2022-2025, voilà, prévoit la collaboration d'autres demeures historiques européennes, donc, qui feront des études de cas, d'études de cas, en effet, d'analyse statistique via la méthode d'évaluation EPICO, que c'est une méthode d'aide à la prise de décision fondée sur des indicateurs d'altération. Nous avons également des partenaires académiques. Nous devrons nous intégrer dans le projet Espadon, très important, justement, parce qu'il faut que les algorithmes, les bases de données créées de la méthode EPICO puissent s'intégrer parfaitement dans ces projets pour garantir l'interopérabilité avec d'autres bases de données, d'autres projets, et la transmission, en effet, la transmission de l'information produite au niveau français et européen. Et des acteurs, je dirais, politiques parmi nos partenaires, le Palais Princier de Monaco, très engagé sur ce point, le ministère de la Culture et le Conseil de l'Europe, avec qui nous avons entamé un projet de collaboration pour une résolution sur le changement climatique et le